Alors le tombeau de Sainte-Hélène, par son dénuement et par son splendide isolement, a particulièrement suscité l'empathie. On peut dire qu'il a favorisé la réhabilitation de l'empereur, qui en est en quelque sorte ressuscité, pardonné, rédimé de ses fautes, y compris de la part de ses adversaires. C'est une sépulture qui est particulièrement exaltée par les artistes et les écrivains qui en mettent en exergue le romantisme et le superbe isolement. D'une certaine manière, c'est un peu le tombeau des artistes et celui qui suscite le plus de passion de 1821 à 1841. Donc l'éloignement de cette île de l'Atlantique Sud en rend l'accès difficile pour le plus grand nombre, mais déchaîne les imaginaires. C'est en quelque sorte un imaginaire comparable à celui qui entoure le tombeau d'Alexandre, dont la localisation est incertaine. Donc le dénuement, l'isolement renforce le romantisme et le caractère héroïque de cette tombe. Et c'est aussi cet engouement littéraire et pour cette tombe de Sainte-Hélène qui fait que les modestes dalles anonymes ramenées de Sainte-Hélène et aujourd'hui présentées le long du bas-côté de l'église Saint-Louis des Invalides ont toujours autant de succès, en dépit de la somptuosité du tombeau monumental creusé à l'aplomb du dôme des Invalides. Pour autant, l'arrivée des cendres aux Invalides et la création d'un mausolée monumental en son sein ancre la mémoire de Napoléon et matérialise une idée qui jusqu'alors restait plutôt vague et flottante. Ce monument, ce tombeau de Napoléon aux Invalides, donne à la mémoire napoléonienne, lui confère de nouvelles dimensions, une dimension régalienne, et surtout, il l'inscrit dans la longue durée. En effet, la crypte ouverte qui accueille le sarcophage est placée à l'aplomb de la voûte du dôme de Saint-Louis des Invalides, donc fondé par Louis XIV. Et d'une certaine manière, Napoléon est ainsi inscrit sous l'égide de Louis XIV, qui lui-même se plaçait dans la continuité de Saint-Louis, présentant ses armes au Christ, qui est représenté donc par la fosse dans les fresques décorant ce dôme. C'est ainsi que cette œuvre Louis XIVienne devient en quelque sorte, cette œuvre du grand siècle, devient le ciel du tombeau. On peut dire aussi que la position du tombeau de Napoléon au centre d'un déambulatoire, dans cet édifice de forme ronde qui rappelle les Tholos antiques, joue sur un imaginaire archéologique et renvoie au mausolée paléo-chrétien. Et d'une certaine manière, cette inscription en contrebas de l'église Saint-Louis favorise la cohabitation entre les cultes laïques et religieux. La chambre du reliquaire qui accueille les mémorabilia, les souvenirs napoléoniens que sont l'épée d'Austerlitz, le chapeau d'Eylau, vient s'inscrire en contrebas, mais également en co-visibilité avec le baldaquin monumental créé par Visconti sur le modèle de celui de Saint-Pierre de Rome. Donc le culte laïque de l'empereur est en quelque sorte articulé à celui du Christ, ce qui le rend d'une certaine manière acceptable par les contemporains de la monarchie de Juillet. Alors le bicentenaire de Napoléon a été, à mes yeux, marqué par l'importance des travaux de restauration qui ont pu être menés sous le dôme, grâce à la souscription ouverte conjointement par le Musée de l'Armée et la Fondation Napoléon. Cette souscription a permis de confirmer, au-delà de toute attente, l'attachement très fort de nombreux Français, mais aussi d'étrangers, à ce lieu de mémoire, mais aussi leur intérêt, au-delà du symbole,
pour la matérialité du tombeau. Et cette matérialité du tombeau est elle-même porteuse de sens et de signification. Ces travaux ont, ont eu pour caractéristique de prendre le monument comme une œuvre d'art totale et ont donc été restaurés les sols, les monuments funéraires, mais également le décor sculpté du grand siècle qui en constitue en quelque sorte l'écrin. Et donc c'est toute une stratification historique qui a été prise en compte. Les échafaudages, le fait de pouvoir s'approcher au plus près de ces tombeaux ont permis aussi d'identifier plus précisément les techniques utilisées, les sources d'approvisionnement en matériaux et ouvrent de nouvelles pistes de recherche concernant le tombeau. On peut aussi noter le parallèle entre ce chantier ouvert par Louis-Philippe et d'autres chantiers qui ont été conduits sous la monarchie de Juillet, tels que celui de la restauration de la Sainte-Chapelle ou de Notre-Dame de Paris. On retrouve en effet des artisans et des entreprises d'art identiques à Notre-Dame, à la Sainte-Chapelle et aux Invalides, ce qui est une piste de recherche intéressante. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée à l'occasion de ces travaux, c'est la minutie, la modestie et la patience des restaurateurs. Je pense notamment aux restaurateurs qui ont travaillé à la restauration et à la restitution de certaines parties de la marqueterie des mots qui entourent le tombeau de l'empereur. Leur travail ne s'apprécie que lorsqu'on prend de la hauteur, du recul. Et l'une des restauratrices a eu une comparaison que je trouve très, très touchante et très significative dans cette église qui est enserrée au sein d'un hôpital militaire toujours en fonctionnement. Elle a comparé son travail à celui long et difficile des chirurgiens qui réparent et qui reconstituent les tissus des blessés. Enfant, j'ai découvert Napoléon à travers son portrait sur le trône impérial par Ingres, que je n'ai longtemps pu admirer qu'à travers sa reproduction dans un livre conservé dans la bibliothèque familiale. Je n'aurais jamais pu imaginer alors qu'un jour j'aurais l'honneur de travailler dans le musée qui conserve cette icône.